Sors de ma maison !» Quand mon fils m'a hurlé ça au visage, il a oublié un détail notarié très important qui allait transformer sa victoire en cauchemar. Quand mon mari, Michel, est mort, l'appartement que nous occupions depuis 30 ans m'a soudain semblé trop grand pour moi seule. Trop de souvenirs dans chaque coin. Une tasse posée à côté de l'évier devenait une preuve de son absence. La chaise vide à côté de la mienne, à table, me faisait l'effet d'une accusation. C'est mon fils, Thomas, qui m'a proposé de venir habiter chez lui. Il habite dans une petite ville de la région lyonnaise, dans un pavillon propre et récent, au fond d'un lotissement calme, avec un jardinet, une balançoire pour les enfants, une haie de thuya soigneusement taillée. Il m'a prise dans ses bras après l'enterrement, encore en costume noir, la voix brisée. « Maman, tu ne vas pas rester toute seule là-bas, hein? Viens chez nous, on a une chambre d'amis, on s'organisera, on est une famille. » Une famille. Le mot m'a réchauffé le cœur. J'ai accepté. J'étais trop fatiguée pour lutter contre quoi que ce soit. Contre ma solitude, contre son insistance, contre la peur de devenir un poids. Je me suis promis de me faire toute petite, comme on dit, invisible si possible. La première semaine, tout semblait presque normal. Camille, ma belle-fille, m'accueillait avec une politesse impeccable. Un peu trop impeccable peut-être. Bise sur les joues, sourire maîtrisé, les phrases standards qu'on sort pour être correctes. Vous avez bien voyagé? Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Les enfants, eux, étaient ravis. Léo, 6 ans, m'a pris la main pour me montrer sa chambre comme si j'étais une touriste. Clémence, 3 ans, s'est installée sur mes genoux dès le premier soir, comme si elle m'avait toujours attendue. Le lendemain, je me suis levée à l'aube, comme à mon habitude. Dans ma vie d'avant, avec Michel, j'aimais ce moment où la ville n'était qu'un murmure. Je descendis doucement à la cuisine. Le carrelage était plus froid que dans mon ancienne maison, mais l'odeur du café en poudre dans le placard me fit un drôle de bien. J'ai mis la bouilloire à chauffer, sorti quelques œufs, pris une poêle. En France, on dit souvent que le petit déjeuner est léger, mais chez nous, les jours difficiles, je préparais toujours quelque chose de chaud. Ça donne l'impression que la journée commence avec un câlin. Quand Thomas est descendu, les cheveux encore humides de la douche, en chemise repassée mais à moitié boutonnée, il a souri en voyant la table. « Oh maman, tu as fait des œufs !» Il m'a embrassé sur le front, s'est assis, a pris sa tartine de pain beurré et ses œufs brouillés avec une gratitude qui m'a piqué les yeux. Pendant quelques minutes, j'ai oublié le reste. C'était presque comme avant. Puis Camille est entrée. Elle portait un tailleur élégant, déjà maquillé, son sac de travail sur l'épaule. Elle s'est arrêtée net devant la table, devant la poêle encore chaude sur la plaque, devant la petite corbeille de pain que j'avais garnie. « Vous avez cuisiné ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était pas méchante, juste tendue. « Oui, je me suis dit que ça vous ferait plaisir », répondis-je, soudain incertaine. Elle sourit, mais son sourire ne monta pas jusqu'à ses yeux. C'est gentil, c'est juste que d'habitude on prend quelque chose de rapide, mais bon. Elle ne s'est pas assise, elle s'est préparé un yaourt avec des graines et a avalé son café debout en jetant des coups d'œil à la montre. Thomas n'a rien commenté, il a mangé ses œufs comme si de rien n'était. Moi, j'ai déjà senti, dans cette scène banale, une légère fissure, un quelque chose de déplacé, peut-être moi. Les jours suivants, j'ai essayé d'être utile sans être intrusive, je faisais des lessives, je pliais le linge, j'allais chercher du pain à la boulangerie du coin, celle qui sent la baguette chaude jusqu'au trottoir. Je récupérais les enfants à l'école quand Camille finissait tard, je préparais le goûter, je rangeais les jouets, je chantonnais parfois de vieux airs de Charles Aznavour en faisant la vaisselle. Quand je m'en rendais compte, je m'arrêtais net. La maison n'était pas la mienne, je n'étais que de passage. Un après-midi, je trouvais mes pantoufles déplacées. Je les laissais toujours près du canapé du salon, bien alignés, pour les enfiler après avoir terminé la vaisselle. Je les ai cherchés, intrigués. Je les ai finalement trouvés poussés contre le mur, près du radiateur, comme chassés du champ de vision. Camille est apparue à ce moment-là. « Ah oui, j'ai rangé », dit-elle en voyant où se portait mon regard. « On essaye de garder les espaces dégagés, c'est plus harmonieux. » Harmonieux, le mot m'est resté coincé dans la gorge. C'était dit d'un ton neutre, mais je me sentais comme une poussière qu'on avait balayée sous un meuble. Je me suis excusée, instinctivement, pour des pantoufles. Elle haussa simplement les épaules et quitta la pièce. C'est là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose dérivait doucement dans cette maison. Les premiers vrais accrochages ne sont pas venus tout de suite. Au début, ce n'était que des détails. Ma tasse déplacée, mon écharpe rangée dans un placard sans qu'on m'en parle, une couverture pliée autrement que ma façon à moi. Je retrouvais mes affaires dans des cartons dans le garage, soigneusement étiquetés « Maman d'hiver ».
Personne ne m'avait demandé si je voulais qu'on les y mette. Un soir, j'ai entendu leur conversation dans la cuisine. Les voix étaient basses, mais la maison était silencieuse et les murs un peu trop fins pour ce genre de secret. « Je n'en peux plus », disait Camille, son ton chargé d'une exaspération étranglée. « Elle est partout, dans la cuisine, dans le salon, même dans notre salle de bain. »« C'est normal, elle vit ici », répondit Thomas, mais sans conviction. « Je sais, mais ça me pèse. J'ai l'impression de partager ma maison avec une surveillante, et elle ne paie rien, ni pour l'électricité, ni pour l'eau, rien. » J'ai retenu mon souffle. « Elle n'a pas de gros moyens, tu le sais bien, dit-il. Elle a juste sa pension. »« Sa petite pension, oui, mais on a 2 enfants, un crédit, 1000 charges, et en plus on héberge ta mère. Honnêtement, ça commence à me gonfler. » Ces mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. J'ai reculé dans le couloir, les mains serrées sur ma poitrine. Je n'avais jamais voulu être un poids, jamais. Le lendemain matin, j'ai proposé à Thomas de participer aux factures. « Je peux verser quelque chose, dis-je. Pour l'eau, l'électricité, même si ce n'est pas énorme. » Il a eu ce drôle de demi-sourire gêné. « Ce n'est pas nécessaire, maman, » répondit-il, mais son regard se dérobait. « On gère. » Camille, à l'autre bout de la table, a laissé échapper un petit rire ironique. « Oui, enfin, on gère, c'est vite dit. » Je me suis pincé les doigts sous la table pour ne pas trembler. Un jour, ce ne fut plus seulement des insinuations, ce fut direct. Ça a commencé avec un torchon. J'avais posé sur la porte du four un vieux torchon à rayures bleues que j'avais apporté de mon ancien appartement. Un simple morceau de tissu, usé par les années, témoin de repas, de fêtes, de repas improvisés à minuit. Rien qu'un torchon. Un bout de moi accroché là. En descendant ce matin-là, je l'ai cherché du regard. Il n'était plus sur le four. Je l'ai retrouvé enfoui dans un tiroir, entre des sacs de courses pliés et des maniques que je ne connaissais pas. À la place, pendait un torchon immaculé, blanc, rigide, avec un monogramme brodé, T et C. Je le regardais encore quand la voix de Camille a résonné derrière moi. « J'ai changé les torchons, dit-elle. Je préfère quand tout est coordonné. » Je me suis retournée. Celui que j'avais mis, il avait une valeur sentimentale pour moi. « Je n'en doute pas, » répondit-elle, sourire serré. « Mais ici, on essaie de garder une certaine esthétique. C'est notre cuisine, vous comprenez. » Notre cuisine, pas la mienne, pas la cuisine, la sienne. Je me suis contentée d'un hochement de tête, serrant le tissu contre moi comme une relique. Ce même jour, un autre incident éclata, beaucoup plus violent. Léo jouait dans le salon. Il a trébuché en voulant grimper sur le canapé, son front heurtant le tapis. Son cri a fendu l'air, un cri de surprise plus que de douleur, mais il a immédiatement serré ses petites mains sur son visage. Je me suis précipitée. L'instinct maternel ne disparaît pas avec l'âge, il change de forme, c'est tout. Je l'ai pris doucement dans mes bras. « Doucement, mon cœur, ça va, tu n'as rien, viens, laisse-moi voir. » Il s'est accroché à mon pull, secoué par quelques sanglots. C'est à ce moment-là que Camille est entrée dans la pièce. « Ne le prends pas !» cria-t-elle aussitôt. « Laisse-le se relever tout seul !» Je l'ai regardée stupéfaite. Il s'est fait mal, il a eu peur. « Justement !» répliqua-t-elle en s'avançant, les yeux fulminants. « On essaie d'apprendre à Léo à gérer ses petites chutes. Vous le couvez trop. À chaque fois, vous vous jetez sur lui comme s'il allait mourir. » Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, attiré par le ton monté. « Que se passe-t-il » ? « Ce qui se passe, lança Camille en m'arrachant presque l'enfant des bras. Ce qui se passe, c'est que ta mère ne respecte jamais notre façon d'éduquer nos enfants. On dit « laisse-le se relever », elle le prend dans ses bras. On dit « pas de sucre le soir », elle lui donne un biscuit. On dit « coucher à 8 heures », elle lit encore des histoires à 8 et quart. Ça suffit. Les mots s'abattirent sur moi comme une pluie glacée. « Je voulais juste le rassurer », murmurai-je. « Toujours, rétorqua-t-elle, tu veux toujours juste aider, mais ce n'est pas aider, c'est saboter. » Thomas, au lieu d'arrondir les angles, a laissé tomber. « Maman, on t'a dit plusieurs fois de respecter nos règles, c'est notre maison, notre façon de faire. » Notre maison. Une petite fissure dans mon cœur s'élargit. « Je suis désolée, dis-je, le souffle court. Je ne voulais pas. »« Non, mais tu ne comprends jamais, » m'interrompit Camille, la voix tremblante de colère. « Même pour les factures, tu crois que c'est normal qu'on supporte tout ? On a un crédit, on a la crèche, l'assurance de la voiture, l'impôt foncier. Et toi, tu es là, avec ta petite retraite et tu ne paies rien. Tu crois qu'EDF, eux, ils font des prix pour les belles-mères ? » Je sentais le sang refluer de mon visage. J'entendais vaguement mon propre cœur battre dans mes oreilles. «
Je t'ai proposé plusieurs fois de participer, dis-je d'une voix presque inaudible. Avec quoi? Elle éclata d'un ricanement dur. Avec ta pension de veuve à 900 €? Excuse-moi, mais ce n'est pas ça qui va sauver le budget. Je ne sais pas ce qui m'a fait le plus mal. Ces mots ou le fait que Thomas ne dise rien. Il se tenait là, à 1 mètre, le regard fuyant, la mâchoire crispée. Il ne disait pas « arrête », il ne disait pas « tu exagères », il ne disait rien. « Camille », commença-t-il, mais au lieu de la calmer, il se tourna vers moi. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent, plus froid, plus tranchant que d'habitude. « Maman, dit-il, on ne peut plus continuer comme ça. On marche sur des œufs chez nous. À chaque fois qu'il y a un problème, ça vient de toi. Une remarque, un geste de trop, un repas de trop, une présence de trop. On a besoin de souffle. » Je le regardais sans comprendre. « Tu veux que je sorte plus ?»« Je veux, dit-il, en détachant chaque mot, que tu nous laisses respirer. » Je me sentais soudain très vieille, très loin de lui. « Et comment ?» demandai-je. Et c'est là que tout a basculé définitivement. Il a levé la voix d'un coup, ce fils que je n'avais presque jamais entendu crier. « Sors de ma maison !» Les mots ont claqué comme une porte qu'on claque en pleine tempête. Tout s'est figé. Léo s'est arrêté de pleurer. Clémence, qui jouait dans le couloir, s'est immobilisée, une poupée à la main. Camille a pris une inspiration rapide, un petit sourire satisfait glissant au coin de ses lèvres qu'elle s'est empressée de réprimer. Moi, je ne sentais plus mes jambes. « Thomas, dis-je, la gorge nouée, tu ne peux pas !»« Je ne peux plus, corrigea-t-il, les yeux brillants d'une colère mélangée de fatigue et de lâcheté. Je ne peux plus supporter ces tensions, ces reproches, ces drames. C'est chez moi ici, d'accord? Chez moi. Si tu n'es pas bien, tu pars. En fait, non. Même si tu es bien, tu pars. On ne peut pas vivre comme ça. Chez lui. J'aurais voulu lui jeter à la figure l'acte de propriété, le jour de l'achat, les années de crédit payées à 2 avec Michel, les dimanches passés à peindre les volets. Mais à ce moment-là, je n'avais qu'une chose en tête, ne pas m'effondrer devant mes petits-enfants. « Très bien, dis-je faiblement, je vais faire mes valises. » Il ne dit rien. Camille resta silencieuse, mais ses yeux disaient tout. Je montais l'escalier une marche après l'autre, comme si chacune pesait des tonnes. Dans la petite chambre d'amis qu'on m'avait gentiment laissée, j'ai sorti mes 2 vieilles valises, les mêmes que Michel et moi avions utilisées pour notre dernier week-end à la mer avant sa maladie. Je pliais chaque vêtement avec une lenteur presque cérémonielle. C'était une mise à mort discrète, sans sang, mais avec des morceaux de vie qu'on range au fond d'un coffre. Je n'ai pas entendu Thomas venir m'aider, ni Camille. Personne ne m'a proposé de porter mes bagages. Pourtant, j'ai entendu, en bas, la cafetière, les couverts, une chaise. La vie continuait, déjà, sans moi. Un taxi m'attendait devant le portail. Thomas avait eu la délicatesse de l'appeler. Il a porté une seule valise jusqu'au trottoir, sans me regarder dans les yeux. Il m'a fait la bise, rapide, presque mécanique. « Tu nous donneras des nouvelles, d'accord ?» dit-il. Des nouvelles, comme si je partais en vacances. Je suis montée dans le taxi sans répondre. Mes mains serraient mon sac si fort que mes doigts en blanchissaient. La maison s'éloignait dans le rétroviseur, avec la balançoire, la haie bien taillée, les volets gris clair. Je me suis demandé comment on peut sortir si facilement la femme qui a appris à cet homme à marcher, à parler, à lire, à manger sans renverser. Comment on peut oublier ? Le studio que j'avais trouvé à la hâte était à l'autre bout de la ville, au-dessus d'une pharmacie. Une pièce avec un lit, un placard, un coin kitchenette et une petite table bancale. La fenêtre donnait sur un parking où des voitures se garaient en bataille, pare-chocs contre pare-chocs. Mais là, au moins, personne ne bougeait mes pantoufles. Les premiers soirs, j'ai pleuré en silence. Pas les grandes crises de larmes libératrices, non. Des petites fuites, des gouttes qui sortent malgré soi. En regardant un bol vide, en entendant une pub à la télé, en voyant un enfant donner la main à sa mère dans la rue. Et puis, un matin, mon téléphone a sonné. C'était le cabinet de mon expert comptable. Un homme sérieux, patient, qui gérait depuis des années notre dossier fiscal, nos petites économies, les papiers que Michel adorait ranger, mais qu'il me laissait signer.
Madame Sterling, dit-il, je vous rappelle notre rendez-vous annuel. On doit faire le point, surtout après le décès de votre mari. Il faudrait revoir la succession et certains comptes. J'ai hésité à annuler. J'étais fatiguée, vidée. Qu'importaient les chiffres, l'argent, les papiers, alors que mon propre fils venait de me jeter dehors? Mais Michel avait toujours répété qu'il ne fallait jamais négliger les choses administratives. En France, disait-il, ce n'est pas l'amour qui te protège, c'est les papiers tamponnés. Une blague, mais avec un fond de vérité. Alors j'y suis allée. L'immeuble où se trouvait le cabinet était dans le centre-ville, au-dessus d'une agence bancaire. L'odeur du couloir était un mélange de papier, de vieilles moquettes et de café brûlé. Mon comptable m'a accueilli avec ce ton calme qu'ont les hommes habitués aux chiffres plutôt qu'aux drames humains. « Comment allez-vous » demanda-t-il prudemment. « Disons, debout » répondis-je. Il ne posa pas de questions, ce n'était pas son rôle. Nous avons passé en revue les comptes, les livrets, l'assurance vie de Michel. Puis il a sorti un dossier plus épais que les autres. « Il y a quelque chose qu'on n'a jamais vraiment détaillé ensemble, dit-il. Votre mari avait préparé sa succession avec un notaire. Certaines dispositions vous concernent directement, notamment la propriété de la maison et quelques placements. » « La maison de Tola ?» demandai-je. Il leva un sourcil. « La maison de votre fils ?»« Vous parlez de la maison dans laquelle vous viviez avec votre mari ?»« Oui, c'est lui qui y est resté. Enfin, qui y vit maintenant avec sa famille. »« Madame, dit-il en ouvrant le dossier, cette maison est à vous, elle l'a toujours été. Votre nom figure seul sur l'acte de propriété depuis la dernière modification il y a 10 ans. Votre mari a justement veillé à ce que vous restiez pleine propriétaire. » Je l'ai regardée stupéfaite. Ce n'est pas possible. Thomas a toujours parlé de sa maison. Il paie les charges, les impôts. Il paie sans doute la taxe foncière pour vous, en votre nom, si vous lui avez laissé gérer, répondit le comptable imperturbable. Mais juridiquement, c'est vous. C'est écrit là. Il tourna le document vers moi. Mon prénom, mon nom, noir sur blanc, encadré, officiel. Je sentis quelque chose remonter en moi, un mélange de vertige et de lucidité douloureuse. Je me revoyais sur ce trottoir, mes 2 valises à la main, le taxi, la phrase de Thomas qui tournait encore en boucle. « Sors de ma maison !» Ma maison. Le comptable continua. « Il y a aussi d'autres biens. Un petit terrain en Dordogne que votre mari a hérité d'un oncle, quelques placements en assurance vie, un PEA, des livrets. Rien d'extraordinaire, mais mis bout à bout, ça représente une somme très correcte. De quoi vous assurer une sécurité confortable. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Je ne savais pas, murmurai-je. Michel ne m'a jamais détaillé tout ça. Il a tout organisé avec le notaire, expliqua-t-il. D'ailleurs, ce notaire a conservé une lettre de votre mari à votre attention, à n'ouvrir qu'après son décès. Il me l'a signalé. Je vous conseille de lui rendre visite. Il voudrait vous voir. Une lettre, un mot de Michel que la mort n'avait pas tout à fait réussi à faire taire. J'ai pris rendez-vous avec le notaire le jour même. Son étude se trouvait dans un ancien immeuble du centre, avec une cour intérieure pavée, une lourde porte en bois et une plaque dorée où était inscrit son nom. L'intérieur sentait la cire, les classeurs, le café noir et cette odeur particulière des lieux où les destins se signent à l'encre bleue. Le notaire, un homme d'une 60aine d'années, costume sobre, lunettes rondes, m'accueillit avec une politesse presque paternelle. « Madame Sterling, dit-il en me serrant la main, je connaissais bien votre mari. C'était un homme prévoyant, très attaché à votre protection. Asseyez-vous, je vous en prie. » Il sortit d'un tiroir une enveloppe ivoire, sur laquelle je reconnus immédiatement l'écriture de Michel. Ma gorge se serra. « Il m'a demandé de vous la remettre en temps voulu, » ajouta le notaire. « Il semblait pressentir que certaines choses seraient importantes pour vous plus tard. » Je pris l'enveloppe entre mes doigts. Le papier craqua légèrement. Je la gardai un instant contre moi, comme on tient un oiseau fragile. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'avais peur, je crois, de ce que Michel pourrait me dire, même d'outre-tombe. Le notaire, lui, se lança dans les explications techniques. Il me détailla patiemment la succession, la maison dont j'étais propriétaire, les placements à mon nom, les clauses de l'assurance vie. « Votre mari a voulu que vous gardiez le contrôle total », souligna-t-il. « Il m'a répété plusieurs fois qu'il ne voulait pas que vous soyez dépendante de votre fils ou de qui que ce soit. Il connaissait votre caractère, mais aussi celui de certaines personnes autour de vous. » Je compris ce qu'il voulait dire sans qu'il ait besoin de prononcer le prénom de Camille.
Concrètement, continua-t-il, si votre fils pense être propriétaire de la maison, c'est une erreur. Ni donation, ni vente, ni indivision n'ont été établies. Il n'est pas sur le titre, et donc il n'a aucun droit de vous en expulser. Expulser. Le mot est tombé comme un verdict, mettant enfin un terme à la confusion que je portais depuis des semaines. Il n'avait pas le droit, ni moralement, ni légalement. J'ai senti quelque chose se redresser en moi, une colonne vertébrale qu'on croyait oubliée. Que me conseillez-vous de faire demandai-je. D'abord, de prendre le temps d'assimiler tout cela, répondit le notaire. Ensuite, je pense qu'il est essentiel de clarifier la situation avec votre fils. Des non-dits comme celui-ci provoquent des catastrophes. Je peux organiser une réunion ici, à l'étude. Mon rôle n'est pas de juger, mais de mettre chacun devant les faits. Je les regardais, partagés entre la peur et un soulagement étrange. Une confrontation? Un entretien, rectifia-t-il. Vous, lui, éventuellement sa femme, si vous le souhaitez, et moi pour expliquer calmement les choses. L'idée de revoir Thomas me donnait le vertige, mais l'idée de continuer à vivre dans cette ambiguïté encore plus. D'accord, dis-je finalement, faites-le. 2 jours plus tard, le notaire m'appela pour confirmer. Thomas avait accepté de venir. Camille aussi. Je passais la veille à tourner dans mon studio comme une âme en peine. Par moments, je voulais tout annuler, fermer les yeux, faire comme si je ne savais rien. À d'autres, je me surprenais à parler à Michel à voix basse. « Tu avais raison », murmurai-je en regardant l'enveloppe posée sur la table. « Ce n'est pas l'amour qui protège en France, ce sont les papiers tamponnés. Mais c'est l'amour, on pleure, pas les papiers. » Le lendemain matin, j'ai enfin ouvert sa lettre. Son écriture, légèrement penchée, dansait sur la page. Astérisque. Ma chérie, astérisque, astérisque. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour t'embêter avec mes listes et mes classeurs. Je te connais, tu diras « Oh, il exagère, tout ça pour 3 papiers ». Mais ces 3 papiers peuvent te sauver des ennuis, surtout avec les années et les gens qui changent. Astérisque, astérisque. Tu as porté cette famille à bout de bras pendant des décennies. Tu t'es souvent mise en retrait pour que les autres avancent. J'ai voulu que, pour une fois, ce soit toi qu'on protège. La maison, les placements, tout ce que nous avons réussi à mettre de côté, je veux que ce soit à toi, pas à Thomas. Pas tant qu'il n'aura pas compris ce que c'est que le respect. Je l'aime, bien sûr, c'est notre fils, mais je l'ai vu, parfois, devenir dur, influençable, surtout face à ceux qui savent parler plus fort que toi. Astérisque, astérisque. Promets-moi une chose, si un jour on te fait sentir que tu es de trop, que tu es un poids ou que tu gênes, rappelle-toi que tu n'es pas une invitée dans ta propre histoire. Ne laisse personne te mettre dehors d'une maison qui t'appartient. Tu n'as pas besoin de crier pour exister, mais tu as le droit de dire non. Même à lui, surtout à lui, s'il t'oublie. Astérisque, astérisque, avec tout mon amour, Michel. Les mots se sont brouillés quand les larmes ont fini par me rattraper. Ce n'étaient pas des sanglots bruyants, plutôt un tremblement silencieux, comme si la digue cédait par petites brèches. J'ai rangé la lettre dans mon sac, près de mon portefeuille, comme un talisman. Le jour du rendez-vous, l'air était froid, sec, lumineux. Dans la rue, un livreur de baguettes montait dans sa camionnette. Un vélo passait avec un sac à dos multicolore, une dame promenait son chien. La vie normale, indifférente. Quand je suis arrivée devant l'étude du notaire, je les ai aperçus déjà là, sous le porche. Camille tapotait nerveusement sur son téléphone. Thomas fixait le sol. Ils se turent en me voyant. « Bonjour, maman », dit-il. Je répondis par un simple « bonjour ». Je n'avais pas d'autre mot. Camille me gratifia d'un « bonjour » sec, mais sans sourire. Le notaire nous accueillit dans son bureau, déjà prêt. Les dossiers étaient alignés sur la table, les stylos bien rangés, un verre d'eau devant chaque siège. Une mise en scène de neutralité. Nous nous sommes assis. Thomas et Camille côte à côte d'un côté, moi en face d'eux. Le notaire au bout de la table, comme un arbitre chargé d'annoncer le score. Il commença calmement. Présentation, rappel du contexte, décès de Michel, nécessité de mettre à jour la situation patrimoniale, la fameuse maison. Thomas hochait la tête, concentré, comme s'il était au travail, en réunion. « Pour être tout à fait clair, dit le notaire, j'ai une question très simple à vous poser, monsieur Sterling. » Thomas redressa les épaules. Il était persuadé, je le voyais, que ce rendez-vous était une formalité pour lui donner enfin ce qu'il pensait déjà être à lui. « Je vous écoute, maître, » répondit-il. Le notaire posa la main sur le dossier de la maison, puis le fit glisser légèrement vers lui. « Pouvez-vous m'expliquer, avec vos mots, dit-il, sur quel fondement vous considérez que cette maison est la vôtre ?» Le silence qui suivit fut presque audible. Thomas fronça les sourcils. « Comment ça ?
Sur quel acte, quel contrat, quelle donation, quel achat, quelle succession, reprit le notaire parfaitement calme, fondez-vous votre sentiment de propriété? Thomas cligna des yeux. Eh bien, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Papa l'a achetée, non? Maintenant, c'est moi qui y habite, qui paie tout. C'est logique. Logique, peut-être, répondit le notaire, mais pas juridique. Or, mon rôle, c'est le droit, pas la logique. Marissa, jusqu'ici silencieuse, intervint. Excusez-moi, mais c'est un peu théorique tout ça. Concrètement, on vit là-bas, on l'entretient, on la refait la cuisine, on a changé les fenêtres, on est propriétaire de fait. Le notaire secoua la tête. Il n'existe pas en droit français de propriétaire de fait pour un bien immobilier sur cette base. Il existe un propriétaire légal, et un seul. Thomas commença à pâlir. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas à moi? Je suis en train de dire que la seule personne propriétaire de la maison, déclara le notaire en ouvrant le dossier, est votre mère, à 100%. Il tourna le document vers eux. Mon nom, noir sur blanc, sous leurs yeux. Le visage de Thomas se décomposa lentement comme une façade qui s'effrite. Camille eut un geste de recul. « Ce n'est pas possible », lâcha-t-elle. Michel ne lui aurait pas laissé tout quand même, il savait qu'on comptait dessus. Michel, corrigea calmement le notaire, a expressément voulu protéger son épouse. Il a confié cette volonté à moi-même, à son expert comptable et à ses documents signés. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Mais, balbutia Thomas, j'ai repris les factures, la taxe foncière, j'ai fait les travaux. En qualité d'occupant, oui, répondit le notaire, pas en qualité de propriétaire. Vous avez assumé des charges, mais ça ne vous donne pas de droit de propriété. Je regardais mon fils, partagé entre peine et une satisfaction très froide. Pas une vengeance, non, plutôt ce sentiment qu'enfin quelque chose se remettait à sa place. Camille, elle, se tourna vers moi comme si j'avais trahi un contrat invisible. « Vous saviez » me lança-t-elle. « Non » répondis-je, « pas dans le détail, j'ai découvert cela cette semaine, comme vous. » Le notaire confirma d'un signe de tête. « C'est exact, votre mère a été informée lors de notre dernière rencontre. » Donc, reprit Camille, la voix tremblante, tout ce temps, on l'a hébergée, on a payé pour elle, et en fait, c'est elle qui possédait la maison? Le notaire eut un léger sourire sans joie. Techniquement, c'est plutôt l'inverse. C'est elle qui vous a laissé occuper gratuitement son bien. La phrase flotta un moment dans l'air. Thomas posa ses coudes sur la table et se prit la tête entre les mains. Mon Dieu! Ce n'est pas une blague, une erreur de papier? Tenta-t-il encore. Non, répondit le notaire. Et il y a autre chose. Votre mère est également bénéficiaire d'autres biens, placements, terrains, assurance vie. Tout est à son nom. Vous n'avez pour le moment aucun droit dessus. Ni vous, ni personne. Pas tant qu'elle est en vie et qu'elle n'a pas décidé de vous transmettre quoi que ce soit. Camille s'étrangela. Aucun droit? Mais enfin, c'est son fils. En France, les enfants ont des droits sur la succession. C'est la loi. Sur la astérisque succession, oui, précisa le notaire, à son décès, pas avant. Tant que votre belle-mère est en vie, c'est elle qui décide de tout, absolument tout. Elle peut vendre, donner, louer, garder, modifier son testament comme elle le souhaite. Thomas leva enfin la tête. Ses yeux étaient rouges, pas uniquement de colère, mais aussi d'humiliation. « Maman, souffla-t-il, pourquoi tu ne nous as rien dit ?» Parce que moi-même, je n'avais pas mesuré ce que Michel avait fait, dis-je. Et parce que toi, tu n'as jamais posé la question. Tu t'es contenté de te comporter comme si tout te revenait naturellement. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Aucun argument ne venait. Le notaire prit la parole, méthodique. Ce rendez-vous avait un but simple, éviter les malentendus à l'avenir. Maintenant, les choses sont claires. C'est votre mère, la propriétaire. C'est à elle de décider si elle souhaite vous laisser vivre dans cette maison et à quelles conditions. Et c'est à elle de décider ce qu'elle fera de son patrimoine dans son testament. Camille explosa. Donc vous lui dites qu'elle peut nous mettre dehors comme ça, après tout ce qu'on a investi ? Je lui dis qu'elle en a le droit, répondit le notaire sans ciller. Ce que Mrs. Sterling veut faire de ce droit, en revanche, c'est sa décision et uniquement la sienne. Les trois pères Dieu se tournèrent alors vers moi. Je sentais leur peur, leur colère, leur incompréhension pleine de bruit. Et moi, au milieu, avec mon silence qui, pour la première fois depuis longtemps, ne me donnait plus l'impression d'être écrasé, mais ancré.
Je ne suis pas venu ici pour vous mettre à la rue, dis-je calmement. Je ne veux attaquer personne, mais je ne veux plus qu'on me traite comme on l'a fait. Thomas murmura: Je sais, je regrette, vraiment. Tu m'as crié de sortir de ta maison, rappelai-je. Tu m'as mis dans un taxi avec mes valises. Tu m'as vu partir sans même me demander où j'allais, et tu n'as pas appelé une seule fois depuis. Il se ratatina sur sa chaise. Il n'avait rien à répondre. Le notaire intervint. Savez-vous, monsieur Sterling, que si votre mère l'avait souhaité, elle aurait pu déposer une plainte pour expulsion abusive, harcèlement moral ou au moins demander réparation? Il le dit sans menace, comme un simple constat. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. C'est vrai? Je n'avais jamais pensé à la justice, pas comme à une arme en tout cas. Mais entendre ce qu'il aurait été possible de faire fit soudain basculer la balance dans sa tête. Je le vis. Il réalisait qu'il n'était pas seulement le fils dépassé par la situation, mais qu'il avait réellement franchi des lignes. Je n'ai rien fait, dis-je, et je ne ferai rien, mais je ne reviendrai pas vivre chez vous, et je ne te laisserai plus me parler comme tu l'as fait, ni toi, ni ta femme. Camille sursauta. Moi, je n'ai fait que poser des règles normales pour vivre ensemble. Tu m'as traité de charge, répondis-je sans hausser le ton. Tu as ri de ma pension. Tu as déplacé mes affaires sans cesse pour effacer ma présence. Tu m'as reproché de consoler mon petit-fils. Tu m'as parlé comme à une intruse. Je me tournai vers Thomas. Et toi, tu as laissé faire, tu as laissé dire, tu t'es caché derrière elle pour ne pas affronter la honte de me dire que je dérangeais, jusqu'au jour où tu l'as finalement hurlé. Il ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. « Je suis désolé, répéta-t-il, mais cette fois, sa voix semblait venir du fond de lui, pas d'un réflexe. Je ne sais pas encore ce que je ferai de la maison, poursuivis-je. Peut-être que je la vendrai, peut-être que je la louerai, peut-être que je la garderai. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas obligé de tout te laisser, Thomas. Pas après ça, pas gratuitement, pas comme si rien ne s'était passé. » Le notaire approuva lentement de la tête. « Vous avez tout à fait le droit de prendre le temps d'y réfléchir. » « Et nous » lança Camille, presque étranglée. « On devient quoi, nous, dans ton grand principe? Tu nous laisses l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est ça ta vengeance ?» Je la regardais sans colère, sans haine même, juste avec une fatigue immense. « La seule personne qui a levé une épée au-dessus de moi, dis-je doucement, c'est toi, en me répétant que j'étais une charge, en me poussant vers la porte. Tu as voulu pouvoir dire « c'est chez moi ici ». Aujourd'hui, tu découvres que ce n'est pas le cas et tu parles de menaces. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Les mots lui manquaient pour la première fois depuis longtemps. Le notaire prit sa pile de papier, les réarrangea, puis me tendit un stylo. « Si vous le souhaitez, dit-il, nous pouvons rédiger un document constatant que vous conservez la pleine propriété, que vous vous réservez le droit d'user et de disposer du bien comme bon vous semble, et que toute demande future devra passer par moi ou par tout autre professionnel de votre choix. Cela ancrera les choses. » Je pris le stylo. Il ne tremblait plus dans ma main. « Oui, répondis-je, faites-le. Nous avons signé, lui pour attester, moi pour me rappeler, quand le doute reviendrait, que j'avais le droit de m'appartenir. » En sortant de l'étude, dans la lumière froide de fin de matinée, Thomas m'a rattrapé sur le trottoir. « Maman !» dit-il. Je me retournai. Il avait l'air plus jeune tout à coup, comme si la façade d'homme sûr de lui venait de prendre l'eau. « Je vais réfléchir à tout ce que tu as dit, » murmura-t-il. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai laissé Camille dépasser les bornes et que je l'ai suivi. J'ai honte. Je ne suis pas fière de moi. Je ne te demande pas de m'excuser aujourd'hui, mais laisse-moi te prouver que je peux changer. Je l'ai regardé longtemps. Je voyais le petit garçon qui s'accrochait à ma jupe le jour de sa rentrée en CP. Je voyais l'ado qui claquait les portes. Je voyais l'homme qui m'avait chassé. Et celui, maintenant, qui prenait conscience de ce qu'il avait fait. On verra, dis-je simplement. Le pardon, ça se mérite. Je ne veux plus être la mère qui encaisse tout sans rien dire. Je ne peux plus. Il hocha la tête. Je comprends. Tu m'appelleras ? Peut-être, répondis-je. Ou peut-être que c'est à toi de commencer. Il baissa les yeux. Camille l'attendait un peu plus loin, les bras croisés, le visage fermé. Je les regardais s'éloigner, chacun perdu dans ses propres pensées. Je suis rentrée à mon studio à pied. J'ai pris le temps. J'ai traversé la place de la mairie, longé l'église, jeté un coup d'œil à la vitrine de la boulangerie sans y entrer. Le vent soulevait des feuilles mortes, des pigeons picoraient des miettes de sandwich. Pour la première fois depuis longtemps, le silence autour de moi n'était plus hostile. Il n'était pas non plus doux. Il était neutre.
Et étrangement, cette neutralité faisait un bien fou. Je suis montée chez moi au 2e étage, sans ascenseur. Mon chez-moi minuscule, mais où chaque objet était à sa place parce que je l'avais décidé. Où mon torchon à rayures bleues pouvait pondre où bon me semblait. Où personne ne m'appellerait charge. Je me suis assise à la petite table, j'ai sorti la lettre de Michel et je l'ai relue encore une fois. « Tu n'es pas une invitée dans ta propre histoire ». Cette phrase, je l'ai laissée s'inscrire en moi. Je ne savais pas encore si un jour je laisserais Thomas habiter dans ma maison avec un bail en bonne et due forme ou si je vendrais tout pour recommencer ailleurs, seul. Je ne savais pas si je lui léguerais une part plus tard ou si je privilégierais les enfants ou même une association. Je savais juste que ce choix m'appartenait, à moi seul. Mon fils avait crié « Sors de ma maison ». Le notaire, lui avait posé une seule question, simple et implacable. « Sur quel fondement considérez-vous que ce bien est le vôtre ?» Et la réponse avait tout remis à l'endroit. Je n'avais pas besoin de me venger. Le droit, les faits, la vérité s'en étaient chargés sans éclat de voix. La plus grande revanche, en fin de compte, ce n'était pas de les punir, c'était de me relever, de reprendre ma place, pas dans leur maison, dans ma vie.